sur l'étiquette énergie, la couleur du véhicule le moins polluant est verte, réponse A, jaune, réponse B, rouge, réponse C. Alors, comment on peut voir donc qu'on achète un véhicule neuf? Donc, on a une étiquette d'énergie qui va nous préciser donc justement si le véhicule pollue ou pas. Et donc, c'est référencé par des lettres et des codes de couleur. Donc, forcément, quand le véhicule est pas très polluant, on va virer donc sur la couleur verte. Forcément, et la couleur rouge, forcément, si le véhicule pollue beaucoup. Donc là, on nous demandait le véhicule le moins polluant. Donc, c'est la couleur verte. Bonne réponse A. La présence d'un triangle dans le véhicule est obligatoire, réponse A, recommandé, réponse B. La non-présence est passible d'une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, la présence du triangle dans le véhicule est bien sûr, je pense que tout le monde le sait, est obligatoire. Donc, le gilet jaune et le triangle, donc c'est obligatoire. Alors, si jamais donc on n'a pas ce triangle, forcément on a le droit, on est passible d'une amende, bien sûr. Donc, bonne réponse A et C. L'utilisation intensive de la climatisation a un impact économique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Écologique, oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, la climatisation, donc ça fait forcément consommer beaucoup plus de carburant. Donc, c'est pour ça il faut éviter de l'utiliser quand il n'y a pas besoin. Donc, comme ça consomme plus de carburant, forcément ça a un impact économique parce qu'on va consommer plus. Donc, il va falloir payer forcément plus du carburant. Donc, bonne réponse A. Comme on consomme plus du carburant, forcément, on va polluer plus. Donc, ça a un impact aussi écologique sur l'environnement. Donc, bonne réponse A et C. Un délai de fuite est puni d'une peine de prison de 1 an, réponse A, 3 ans, réponse B. Alors, un délit de fuite, donc c'est quand on s'arrête justement. On ne s'arrête pas. Donc, par exemple, si on a commis un accident, on repart. Donc, c'est considéré comme un délit de fuite. Donc, c'est un délit. Donc, c'est très grave et forcément, la peine est à ses conséquences. Donc, on risque une peine de prison de 3 ans. Donc, bonne réponse B. Ce véhicule est un véhicule prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois lui faciliter le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, ce véhicule, c'est une ambulance. Donc, que les ambulances, il faut savoir par cœur, ne font pas partie de la famille des véhicules prioritaires. Un véhicule prioritaire, donc, s'il est en intervention, il a le droit forcément, par exemple, de passer au feu rouge.
Voilà. Il a entre guillemets tous les droits. Donc, les véhicules prioritaires, c'est gendarmerie, police, les pompiers. Et donc, au niveau... alors, des fois, on confond l'ambulance et le SAMU ou le SMUR. Le SAMU ou le SMUR. Donc, justement, voilà. Il faut pas faire... c'est pas la même chose. Et on a aussi les douanes, qui sont aussi des véhicules prioritaires. Mais les ambulances ne sont pas des véhicules prioritaires. Par contre, quand ils sont en intervention, on doit leur faciliter le passage. Donc, bonne réponse B et C. L'installation 1 est correcte. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'installation 2 est correcte. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ici, on a des enfants avec ce qu'on appelle des sièges réassorts. Alors pourquoi ils doivent avoir des réassorts? Parce que donc par rapport à leur taille, la ceinture de sécurité donc n'est pas adaptée. Donc c'est pour ça il faut qu'ils soient rehaussés. Pourquoi? Pour que la ceinture, surtout celle qui est ici, puisse passer au bon endroit. Alors d'où doit passer cette ceinture? Donc il doit passer au niveau de l'épaule et non au niveau du cou. Pourquoi? Parce qu'en cas de choc, donc la ceinture risque de couper forcément le cou, ça risque de faire très mal. Donc c'est pour ça que l'installation numéro 1 n'est pas correcte, parce que là on a la ceinture qui passe au niveau du cou de cette jeune fille. Donc là, le siège doit être plus haut ou la ceinture passait peut-être pas passer au bon endroit au niveau du siège. L'installation numéro 2, au niveau de la ceinture, on a bien la ceinture qui passe au niveau de l'épaule. Donc pas de souci. Pour la 2, donc bonne réponse B et C. La taille des panneaux dépend de la limitation de vitesse. Réponse A. Des conditions météorologiques. Réponse B. De l'acuité visuelle réglementée. Réponse C. Alors, si vous avez déjà marqué, donc on a différentes tailles de panneaux. Par exemple, en ville, les panneaux sont assez petits. Sur les routes hors agglomération, on voit les panneaux qui sont déjà un petit peu plus gros. Et carrément, entre guillemets, sur les autoroutes, c'est des panneaux qui sont géants. Voyez les lettres, c'est vraiment des très grosses lettres. Alors, pourquoi la taille est différente par rapport à ces panneaux? Donc forcément, ça va dépendre déjà de la limitation de vitesse, puisqu'un panneau, il faut le voir assez tôt, et forcément, par exemple, à 130 km/h, on va parcourir plus de distance que par exemple à 50 km/h en ville. Donc il faut que le panneau soit visible, si on est limité à 130. Il faut que le panneau soit visible forcément au niveau de distance de plus loin. Donc c'est pour ça que les panneaux sur les autoroutes sont beaucoup plus gros que par exemple en ville. Alors, est-ce que les conditions météo vont changer ça? Donc non, le panneau il est donc le même tout au long de l'année. Qu'il fasse beau, qu'il y ait du brouillard, le panneau ne change pas. Donc non, ça ne dépend pas des conditions météo. Par contre, donc de l'acuité visuelle réglementée, oui. Je vous rappelle, l'acuité visuelle minimale, elle est de 5 dixièmes. Donc, les panneaux sont conçus pour ces personnes-là. Cette acuité visuelle minimum. Donc, oui, donc bonne réponse A et C. Cette manche à air m'indique la force du vent. Réponse A. La direction du vent. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Alors ici, on a donc une manche à air. Donc à quoi elle sert cette manche à air? Donc dans les zones où généralement on a un vent assez violent, donc cette manche à air va nous indiquer au conducteur, donc déjà bien sûr la force du vent. C'est comme ici, elle est à l'horizontale. Ça peut comme le même principe en dessous sur une feuille de papier. La feuille de papier va se mettre à l'horizontale si on souffle assez fort. Donc là, c'est pareil. Donc là, le vent, on peut voir qu'il est assez fort. La manche à air est à l'horizontale. S'il serait à la verticale, il n'y aurait pas ou peu de vent. Si nous avons associé, bien sûr, la direction du vent, donc là, on peut voir que le vent vient de droite et va sur la gauche, comme un drapeau. On a un drapeau, ça nous annonçait la direction du vent. C'est le même principe. Donc, on avait bien, donc bon, réponse A et B. Et comme le vent est violent, bien sûr, il va falloir ralentir parce que là, le vent risque de pousser notre véhicule sur la gauche, puisque le vent vient de droite et s'en va vers la gauche. Il risque de nous pousser vers la gauche. Donc c'est pour ça, pour éviter de faire des écarts importants, on ralentit. Donc bonne réponse A, B et C. Je conserve un espace de sécurité devant moi en roulant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, nous sommes dans un tunnel. Donc dans un tunnel forcément où il faut avoir de bonnes distances de sécurité, bien sûr en roulant, il ne faut pas être trop proche de ce véhicule. Donc que ce soit dans les tunnels ou dans les autres routes, bien sûr, il faut avoir une bonne distance de sécurité. Donc en roulant, mais aussi à l'arrêt. Donc dans les tunnels, il faut avoir un grand espace. Pourquoi? Puisque si le véhicule devant moi prend feu, si je suis trop proche, le feu risque de se propager. Si je suis très loin, là, il y a moins forcément de risques. Donc voilà, dans les tunnels, même à l'arrêt, il faut avoir de grandes distances de sécurité, même à l'arrêt en cas d'incendie. Donc bonne réponse A et C. Je remplace ce pneumatique lorsqu'il sera usé. Réponse A. Dès que possible. Réponse B. Je circule sur tous les réseaux à 80 km/h maximum. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, ce pneumatique, donc ce qu'on appelle une roue de secours. Alors, par rapport à cette roue de secours, donc on peut voir que la largeur du pneu est très petite. Donc, ce qu'on appelle pas une vraie roue. Donc, c'est une roue vraiment pour dépanner. C'est on a crevé pour pouvoir aller jusqu'à un garagiste et faire réparer le pneu qui vient de crever. Donc, c'est vraiment en dépannage. Alors, donc je remplace bien sûr ce pneumatique dès que possible. Il faut tout de suite remettre une roue normale, un pneu normal. On ne va pas attendre qu'il soit usé. Donc on peut voir ici avec cette roue, j'ai cette roue sur ce véhicule. Donc ma vitesse maximale autorisée sur tous les réseaux, même sur autoroute, va être de 80 km/h. Donc bonne réponse B et C. Pendant le temps de réaction, à 80 km/h, je parcours environ 24 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve la même allure.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pendant le temps de réaction, je parcours à 80 km/h. Qu'en quelle distance? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de réaction, c'est en moyenne une seconde. On est à peu près une seconde pour réagir. Alors, comment calculer la distance qu'on parcourt pendant une seconde? Donc, c'est assez simple par rapport à notre allure. La vitesse, on prend le chiffre des dizaines de cette vitesse. C'est-à-dire, donc, on va éliminer le 0. Donc, ça nous donne le chiffre 8. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce chiffre 8? On va le multiplier par 3. 3 fois 8, ça nous donne bien 24 mètres. Donc voilà, donc à retenir pour calculer ce qu'on parcourt pendant une seconde, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse, on va le multiplier par 3. Par exemple, à 50 km/h, pendant une seconde, je vais parcourir 15 mètres. Pourquoi? Parce que 5 fois 3, ça nous donne 5. Ça nous donne 15. Donc, déjà, oui. Alors, je conserve la même allure. Donc, on arrive donc à un tracteur qui est en train de faucher l'herbe. Donc, forcément, on peut voir un ouvrier qui passe autour du véhicule. Cet ouvrier qui est dans son tracteur est concentré sur sa tâche. Elle peut certainement pas nous voir, par exemple, si au moins elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Donc voilà, comme ça c'est 3, donc il faut mieux ralentir pour faciliter le croisement. Et surtout le faire en toute sécurité. Donc je conserve la même allure. Donc non. Donc bonne réponse A et D. L'écart d'usure maximale entre deux pneumatiques montés sur le même essieu est de 1,6 mm, réponse A, 5 mm, réponse B. Alors, l'écart maximal entre deux pneumatiques montés sur le même essieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le même essieu? Donc, c'est soit les roues à l'avant, soit les roues à l'arrière. Donc, les mêmes roues de chaque côté. Donc, soit les roues avant, donc l'écart par exemple, j'installe par exemple des pneus donc neufs sur mon véhicule. Je fais, je sais pas, 30 000 km. Forcément, les pneus s'usent, les pneumatiques peuvent devenir comme celui-ci. Si jamais je crève, je vais changer forcément qu'un pneu. Mais du coup, je risque de mettre un pneu neuf et le problème, on va avoir un gros écart au niveau de la hauteur. Vous voyez de l'usure. Donc, cette hauteur ne doit pas dépasser 5 mm entre les deux pneus. Donc, c'est-à-dire si j'ai vieux pneus d'un côté et de l'autre côté, j'ai un pneu tout neuf, l'écart sera trop important. Mais si ça dépasse 5 mm, c'est bon. Donc, bonne réponse B. Pour prendre ma décision, je tiens compte de la couleur du feu tricolore, réponse A, du comportement du piéton, réponse B, je passe, réponse C, je m'arrête, réponse D. Donc, ici, nous arrivons à un feu tricolore. Donc, bien sûr, pour prendre ma décision, dans un premier temps, je vais obtenir compte du feu tricolore. C'est lui principalement qui va me dire de passer ou de m'arrêter. Là, l'occurrence, elle est verte. Il me dit que je peux passer. Donc, je vais tenir compte, bien sûr, de la couleur du feu. Par contre, ici, on a un piéton sur notre droite.
il va falloir aussi tenir compte du comportement de ce piéton. Qu'est-ce que pourrait faire ce piéton? Tout d'un coup, il pourrait se mettre à courir et se mettre à traverser. Donc, il va falloir observer forcément le comportement du piéton. Si jamais elle traverse, là, il faudrait s'arrêter. Donc, déjà, bonne réponse A et B. Alors, sinon, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe ou je m'arrête? On vient de le voir, le feu est vert. Donc, on tient compte principalement du feu. Le piéton, donc, pas de souci. Pour l'instant, on voit pas qu'il veut traverser. Son regard est plus dirigé par là. Donc, je vous rappelle, pour savoir essentiellement où va aller un piéton, il faut observer son regard. Puisque, comme en voiture, on regarde là où on va. Donc là, le piéton ne m'informe pas qu'il va traverser sans regarder, etc. Donc dans cette situation, je passe de temps qu'en plus, on a un véhicule proche derrière nous. Là, ce serait dangereux de s'arrêter. Donc le feu est vert, je passe. Donc bonne réponse A, B et C. La signalisation annonce un passage à niveau. Sans barrière à 50 mètres, réponse A. Avec barrière à 150 mètres, réponse B. Sans barrière à 150 mètres, réponse C. Alors, la signalisation donc annonce bien un passage à niveau. Donc, c'est ce que stipule ce panneau de danger. Alors, par contre, est-ce que déjà ça avec des barrières ou sans barrières? Donc, si on a ce symbole, le petit train qui traverse, ça annonce un passage à niveau. Sans barrière. Ou il n'y a pas des barrières qui vont descendre pour nous dire de nous arrêter. Donc déjà, ça va être sans barrière. On a ensuite en dessous, ici, donc la précision à quelle distance va être ce passage. Et je vous rappelle, un trait rouge équivaut à 50 mètres. Donc comme là, il y en a 3, ça fait 150 mètres. S'il y aurait juste 2 traits, et ce serait 100 mètres. S'il y aurait juste un trait, ce serait à 50 mètres. Donc là, on a 3 traits. Donc, passage à niveau sans barrière à 150 mètres. Donc, bonne réponse, C. En cas d'accident dans un pays européen, je compose le 112, réponse A, 15, réponse B, 17, réponse C, 18, réponse D. Alors, si je suis dans un pays européen et que j'ai un accident, donc il faut composer le 112. Tout ce qui est 15, 17, 18, c'est uniquement pour la France. Donc, pays européen, donc c'est le 112. Et même en France, on peut appeler le 112. Ça marche aussi. Donc, bonne réponse A. Je remplis avec du lave-glace en zone A, réponse A, zone B, réponse B. Je complète le niveau du réservoir A. À chaud, réponse C. À froid, réponse D. Alors, donc ici, on a deux bocals de réservoir. Donc, celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide de refroidissement qui sert à refroidir le moteur avec un liquide. Et en B, donc, on peut voir le petit symbole. C'est le produit lave-glace. Donc, du coup, on nous demande donc
je remplis du lave-glace, donc en zone B bien sûr. Alors ici, donc le liquide est de refroidissement. Si je complète le niveau, je le fais ça à froid ou à chaud. Donc ce qu'il faut savoir quand le moteur est chaud, ce liquide de refroidissement, quand il est ici, donc le bocal, elle est très chaud. Ça peut aller jusqu'à 90 degrés. Et ça marche un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire ce bocal est bien fermé. Donc, quand c'est chaud, ça monte en pression. Et si je divise ce bouchon, lorsque le liquide est très chaud, on va vite avoir des vapeurs qui vont s'éjecter. C'est très rapidement. C'est des vapeurs très chaudes. Donc forcément, on risque de brûler. Donc il faut faire ça de préférence à froid. Si le liquide est froid, là, il n'y a pas de danger de brûlure. Donc les bonnes réponses, c'était B et D. À 80 km/h, ma distance d'arrêt est d'environ 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 65 mètres, réponse C, 75 mètres, réponse D. Alors ici, on nous demande la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt, je vous rappelle, c'est la distance qu'on parcourt pendant le temps de réaction, le temps qu'on réagisse, plus la distance de freinage, le temps que le véhicule se met à s'arrêter. Donc ça se calcule suivant l'allure qu'on roule. Donc comment ça se calcule? On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse, c'est-à-dire on lève le 0. Donc quand on barre le 0, il nous reste le 8. Donc à 80 km, on va prendre le 8. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce 8? Donc pour calculer la distance d'arrêt, on va le multiplier par lui-même. Donc 8 fois 8, ça nous donne 64 mètres. Donc ce qui nous donne environ une distance d'arrêt de 65 mètres à 80 km/h. Donc bonne réponse C. Je rabats rapidement à droite pour prendre la bifurcation à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, nous arrivons à hauteur d'une bifurcation d'autoroute. Je vous rappelle, une bifurcation d'autoroute, c'est une autoroute qui se sépare en deux autoroutes. Donc mon souhait, c'est de prendre cette bifurcation d'autoroute, par exemple pour aller en direction de Léon. Alors est-ce que déjà forcément je ne suis pas forcément dans la bonne voie? Je suis dans la voie située à gauche. Il va falloir que je change entre guillemets deux fois deux voies. Alors est-ce que je le fais tout de suite, rapidement à droite? Donc pour savoir si on peut changer de voie, surtout qu'est-ce qu'il faut faire avant, il faut regarder derrière soi. Si on ne va pas gêner quelqu'un, donc là on a un véhicule qui se trouve derrière nous. Par contre sur la voie de droite, on a aussi un véhicule qui se trouve derrière moi. Si je le fais rapidement, je risque de gêner très fortement ce véhicule. Donc là, il a un petit peu trop tard pour prendre cette bifurcation. Il aura fallu anticiper. Normalement, on a des panneaux à l'avance forcément. Pour ne prévenir, attention bientôt, on aura cette bifurcation. Donc il faut toujours se trouver le plus à droite possible pour, entre guillemets, sortir d'une autoroute. Il aura fallu se trouver comme ce véhicule noir. Donc là, il est trop tard. Surtout, on a un véhicule et on fait jamais rapidement les choses quand on conduit. Il faut toujours que ça soit anticipé. Donc, bonne réponse B. Je tourne à droite
J'actionne le clignotant juste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je tourne sur la droite. Donc, dans cette petite route, donc on nous pose la question à quel moment on va mettre le clignotant. Est-ce que je le mets juste avant de tourner? Donc, juste avant de tourner, ce serait à peu près à cette hauteur-là. Donc, le clignotant, il faut le mettre très tôt. On aurait dû déjà le mettre. Pourquoi utiliser le clignotant très tôt? Bah, voyez, on a quelqu'un, une personne qui est derrière nous. Si jamais on freine brusquement, on va le surprendre. S'il est surpris, elle va freiner très tard. Elle risque de nous rentrer dedans. Donc c'est pour ça le clignotant, il va falloir le mettre avant de freiner, avant de ralentir pour pas surprendre celui qui est derrière. Si là je freine et je mets le clignotant qu'à partir d'ici, forcément ce serait vraiment trop tard. Donc je n'actionne pas le clignotant juste avant de tourner. Il faut le faire bien avant. Donc bonne réponse B. À bord du véhicule, la boîte à fusibles de rechange est obligatoire, réponse A, facultative, réponse B, recommandée, réponse C. Alors une boîte à fusibles de rechange, est-ce que c'est obligatoire à bord d'un véhicule? Donc non, ce n'est pas obligatoire. Comme la boîte à ampoule, donc ce n'est pas obligatoire. Donc c'est par contre facultatif. Donc bonne réponse B. Donc ce n'est pas obligatoire, par contre c'est fortement recommandé. Et si jamais donc justement on a un fusible qui saute au moins, on peut avoir donc un fusible de rechange. Donc pour pouvoir entre guillemets réparer. Donc c'est comme pour la boîte à ampoule. C'est recommandé mais ce n'est pas obligatoire. Donc bonne réponse B et C. Cette commande permet de désactiver l'airbag du passager avant, réponse A, désactiver l'airbag du conducteur, réponse B, de démarrer le moteur, réponse C. Alors cette commande, qu'est-ce que permet de faire? Alors généralement, on a des choses ou des symboles donc qui peuvent nous aider et des fois c'est même marqué. Alors généralement c'est en anglais, mais voilà. Donc là on a airbag, donc déjà c'est un airbag et passenger donc c'est passager. Donc ça permet de désactiver l'airbag du passager avant. Donc là par exemple elle est sur la position on, il est activé. Donc il faut pas mettre deux bébés dos à la route. Là, par contre, si on le tourne avec la clé sur ce véhicule, donc si on met off, là, l'airbag passager désactivé. Donc cette commande permet de désactiver l'airbag du passager avant. Donc bonne réponse A. L'espace latéral minimum de sécurité à cet endroit est de 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Donc ici, nous sommes en ville, en agglomération. Donc l'espace qu'on doit laisser au minimum avec un piéton en ville, c'est 1 mètre. 1,50 m, c'est hors agglomération. Donc en ville, on laisse au minimum 1 mètre. Bonne réponse A.
Je peux circuler en feu de position seule, réponse A, feu de croisement, réponse B, feu de route, réponse C, sans feu, réponse D. Alors, de nuit, je peux circuler en quel feu? Alors, les feux, alors déjà quand il fait nuit, est-ce que on peut circuler sans feu? Non, il faut minimum avoir des feux. Alors, les feux de position seule, quand est-ce qu'on les utilise? Donc, il faut deux conditions réunies. Il faut être en ville, il faut que ça soit éclairé. Donc, vu le paysage, on voit bien qu'on est en agglomération, on est en ville, donc tout va bien et la chaussée est éclairée. Donc, je peux utiliser mes feux de position seule en ville éclairée. Alors, les feux de croisement, quand est-ce qu'on les utilise? Donc, les feux de croisement, donc, alors, peu importe qu'on soit en ville ou pas, il faut qu'il y ait de l'éclairage dès l'instant, c'est éclairé. Je peux utiliser mes feux de croisement. Donc, là, c'est le cas, on a bien de l'éclairage. Je peux utiliser les feux de croisement. Les feux de route, c'est l'inverse des feux de croisement. C'est quand il n'y a pas d'éclairage. Donc, bonne réponse A et B. La circulation des cyclomoteurs sur cette route est autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, les cyclomoteurs, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle les scooters, les 50 cm3. Donc, est-ce que c'est autorisé la circulation? Est-ce qu'ils sont autorisés sur cette route? Alors, déjà, il faut savoir sur quel type de route on est. Donc, l'indice qu'on avait, c'est ces panneaux et surtout la couleur des panneaux. Ce sont des panneaux donc à fond bleu. Et tout ce qui est panneau à fond bleu, c'est les panneaux pour les autoroutes. Alors, est-ce que les cyclomoteurs ont droit de circuler sur les autoroutes? Donc non, les véhicules lents, c'est-à-dire deux véhicules égaux ou inférieurs à 60 km/h, ne peuvent pas circuler sur les autoroutes. Donc non, la circulation n'est pas autorisée sur cette route puisque c'est une autoroute. Réponse B. J'ai obligatoirement dans mon véhicule le certificat d'immatriculation, réponse A, un éthylotest, réponse B, un gilet haute visibilité, réponse C, un constat amiable, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on a obligatoirement au véhicule? Donc, le certificat d'immatriculation, c'est ce qu'on appelle aussi carte grise. Donc, oui, on a obligatoirement ça dans le véhicule. C'est on se fait contrôler par les forces de l'ordre. Il faut pouvoir présenter le certificat d'immatriculation. Donc, un éthylotest, donc oui, c'est obligatoire. Donc, il faut qu'il soit forcément aussi non usagé. Donc, un éthylotest, c'est obligatoire dans le véhicule. Un gilet haute visibilité, bien sûr, ainsi que le triangle de pré-signalisation. Par contre, donc, ce qu'il faut savoir, que le constat amiable n'est pas obligatoire. C'est forcément très conseillé, puisqu'en cas d'accident, c'est mieux d'en avoir, mais ce n'est pas obligatoire dans un véhicule. Donc, on avait les trois premiers temps obligatoires. Donc, le certificat d'immatriculation, l'éthylotest et le gilet haute visibilité. Donc, bonne réponse A, B et C.
Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, nous arrivons à une intersection. Donc, pour savoir si je cède le passage, on va regarder la signalisation. Donc, soit par rapport à des panneaux, soit par rapport à un marquage au sol. Donc, ici, on rencontre un panneau céder le passage et on a bien les pointillés de ce céder le passage. Donc, est-ce que je cède le passage à droite? Donc, un céder le passage, on cède toujours le passage à notre droite, comme à notre gauche. Si on n'a pas de route à gauche, là, on a bien une autoroute qui vient de droite. Donc, on doit céder le passage chez un véhicule arrive à droite. Je dois lui céder le passage. Alors, par contre, en face, donc si un véhicule voudrait tourner théoriquement comme le véhicule n'a pas de céder le passage en face, et que nous, on en a un, on devrait lui céder le passage. Sauf qu'ici, c'est un petit peu particulier. Est-ce que le véhicule qui arrive en face a le droit de tourner dans cette rue? Donc non, on a un panneau qui nous stipule que c'est en sens unique. Et par rapport à ceux qui arrivent en face, on voit bien qu'on a une ligne blanche continue ici, qui les empêche de forcément prendre cette rue. Donc, comme tous les véhicules qui arrivent en face vont obligatoirement continuer tout droit. Je n'ai pas à leur céder le passage parce qu'on va juste se croiser. On ne va pas se gêner. Donc là, dans cette situation, je cède le passage qu'à ma droite. Donc, bonne réponse A et D. Dans ces conditions, je circule. En feu de brouillard arrière. Réponse A. Sans accélérer et freiner brusquement. Réponse B. Alors, dans ces conditions, je circule. Donc là, dans quelles conditions on circule? Donc, il y a eu de la neige et peut-être aussi, donc, ça a gelé. Donc, éventuellement du verglas. Donc, forcément, l'adhérence est très réduite. Dans ces conditions, forcément, il faut ni accélérer ni freiner brusquement. Si j'accélère trop brusquement, mes roues vont se mettre à glisser, à patiner. Et si je freine brusquement, je risque de bloquer les roues. Et si je bloque les roues, je vais glisser. Donc, il faut vraiment, dans ces conditions, pour moi, être très souple, accélérer tout doucement et freiner tout doucement. Alors, par contre, est-ce que j'utilise le feu de brouillard arrière? Donc, les feux de brouillard au niveau de la neige, c'est uniquement quand il y a des chutes de neige. C'est-à-dire qu'il tombe de la neige. Là, on a de la neige, mais qui est sur le sol, donc qui ne tombe pas de neige. Donc, je n'ai pas droit. S'il n'y a pas de neige qui tombe, d'utiliser les feux de brouillard arrière. Donc là, on n'avait que la bonne réponse B, sans accélérer ni freiner brusquement. Donc, bonne réponse B. Ces vélos sont en libre service. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils seront restitués uniquement dans cette station. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, ces vélos sont au libre service. Donc, oui, on peut les prendre. Donc, forcément, la question, il faut souscrire un abonnement avant. Ce n'est pas gratuit, mais oui, je peux prendre n'importe quel vélo. Alors, est-ce qu'ils seront restitués uniquement dans cette situation? Donc, non, justement, c'est les buts dans une
grande ville, d'avoir plusieurs stations et forcément de faire juste le trajet qu'on a besoin. Donc, bonne réponse, c'était A et D. Un simple contrôle visuel permet d'évaluer l'état des plaquettes de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, les plaquettes de frein, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cet élément-là. Donc, au niveau du système de freinage, comment ça se passe? Donc, quand on appuie sur la pédale de frein, on a un piston qui va plaquer, donc ces plaquettes de frein contre le disque, ce qui va permettre de freiner. Et donc, l'état des plaquettes de frein, ce qu'on peut le contrôler juste par un contrôle visuel, juste avec les yeux. Donc oui, au niveau de l'épaisseur, donc il faut présenter ses yeux de l'autre côté sur la photo. L'on peut pas voir, mais en regardant juste un simple contrôle permet donc au niveau de l'épaisseur de ces plaquettes, vérifier s'ils sont trop usés ou pas. Forcément, s'il reste plus grande chose, c'est qu'ils sont usés. S'il reste encore pas mal d'épaisseur, elles sont encore bonnes. Donc oui, un simple contrôle visuel est suffisant. Donc bonne réponse A. La polyconsommation multiplie le risque d'accident mortel par 2. Réponse A. 5. Réponse B. 14. Réponse C. Alors la polyconsommation, donc qu'est-ce que c'est? C'est donc plusieurs substances forcément qu'on va absorber et qui sont néfastes pour la conduite. Donc par exemple l'alcool, les stupéfiants. Donc forcément tout ça, c'est on prend ça en même temps, ça fait un cocktail explosif. Et bien sûr, on n'additionne pas, mais on multiplie les risques d'accidents mortels. Et donc, ça peut aller jusqu'à 14 fois. Donc, fois multiplié par 14, le risque d'accident mortel, ce qui est énorme. Donc, bonne réponse, C. Le stationnement en double file peut être puni d'une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le stationnement en double file, qu'est-ce que c'est? Donc, par exemple, c'est comme ce véhicule ou c'est ce véhicule. Donc, station, donc c'est interdit. Comme l'arrêt, je vous rappelle, l'arrêt en double file est interdit sur un parking comme celui-ci. Donc, pourquoi c'est interdit? Parce que, bah, forcément, si ce véhicule, par exemple, veut sortir, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que c'est interdit, bien sûr. Et comme c'est interdit, c'est puni d'une amende, bien sûr. C'est on le fait. Donc, bonne réponse A. À la prochaine intersection, je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, nous arrivons bientôt à une intersection signalée par ce panneau. Donc, ce panneau, c'est un panneau de danger qui annonce une priorité ponctuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la prochaine intersection, je serai prioritaire par rapport à ceux qui arrivent de gauche comme de droite.
Ils auront soit un stop, soit un céder le passage. Donc je cède le passage à droite, donc non. Ni à gauche non plus. Donc bonne réponse B et D. Le moteur tourne. Réponse A. Le frein de passage est serré. Réponse B. La pression d'huile moteur est insuffisante. Réponse C. Alors, est-ce que le moteur tourne sur cette photo? Donc, pour savoir ça, il faut regarder ce qu'on appelle le compteur qui compte les tours du moteur, la vitesse du moteur, en nombre de tours par minute fois 1000. Donc, par exemple, si l'aiguille est en 1, le moteur fait 1000 tours toutes les minutes. Donc, si le moteur serait à l'arrêt, l'aiguille serait niveau du 0. Donc là, on n'a plus du 0. Donc, bien sûr, le moteur tourne. Donc, le frein de parkage, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi le frein à main, le frein de parking aussi. Donc, est-ce qu'il est serré? Donc, le voyant du frein à main, c'est celui-ci. Donc, bien sûr, il est serré une fois que je vais desserrer mon frein à main. Ce voyant doit s'éteindre. S'il reste allumé, c'est qu'il y a un problème au niveau des freins. Il faut surtout pas forcément rouler. Et d'ailleurs, je vous rappelle la règle d'or, c'est que quand on roule, aucun voyant rouge doit être allumé. Alors, est-ce que la pression d'huile est suffisante? Donc, comme on n'a aucun voyant d'huile allumé, tout va bien. Donc, la pression d'huile est justement suffisante. S'il serait insuffisante, on aurait un voyant rouge d'huile qui sera allumé, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, bonne réponse A et B. Je peux prendre la sortie? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc, ici, on est sur voie rapide ou sur une autoroute. Et on souhaite prendre la sortie qui se trouve ici. La règle d'or quand on sort, c'est de se trouver dans la voie la plus à droite pour emprunter le plus tôt possible la voie de décélération. Est-ce que je suis bien dans la voie la plus à droite? Non, malheureusement, je suis dans la deuxième voie. On a la première ici et la deuxième. Est-ce que je peux encore éventuellement prendre cette sortie? Donc non, il est trop tard parce qu'il faut impérativement la prendre dès le début. Et en plus, ici, on a ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Et sur les autoroutes ou voies rapides, aux abords des sorties ou éventuellement des entrées d'autoroute, ça dissuade de changer de voie sur la droite justement pour au dernier moment, si jamais on a bon anticipé, éviter de donner un coup de volant, c'est beaucoup dangereux. Donc même si le camion dans le rétro est assez loin, cette ligne nous interdit de changer de voie sur la droite pour prendre la sortie. Donc je peux prendre la sortie? Non. Bonne réponse B. Le marquage au sol est temporaire. Réponse A. Permanent. Réponse B. Alors le marquage au sol, est-ce qu'il est temporaire ou permanent? Donc temporaire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est juste pour une certaine durée. Ce n'est pas là tout le long de l'année. Et permanent, donc forcément, c'est toujours toute l'année. Ce marquage sera ici. Donc pour faire la différence entre un marquage temporaire et un marquage permanent, c'est au niveau de la couleur. Un marquage temporaire sera jaune, comme sur la photo. Un marquage permanent est de couleur blanche. Donc
La plupart du temps, par exemple, pour des passagers, pour piétons blancs, sauf que là, elles sont jaunes. C'est un passage pour piétons temporaire. Donc, bonne réponse A. La distance de sécurité minimum entre deux véhicules à 80 km/h est d'environ 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 65 mètres, réponse C. Alors là, on nous demande de calculer la distance de sécurité. Donc faites attention à ne pas confondre avec la distance d'arrêt. Donc la distance de sécurité, c'est la distance, voilà, qu'il faut laisser entre deux véhicules qui se suivent. Alors cette distance de sécurité, donc déjà, il faut savoir qu'en termes de temps, elle est égale à 2 secondes. Il faut laisser 2 secondes entre deux véhicules que je suis. Alors, comment faire ce calcul? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est le calcul pendant une seconde. Comment je peux calculer ce que je parcours pendant une seconde? On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc, c'est-à-dire, on supprime toujours le 0. Donc, à 80 km/h, c'est le 8. Et ce 8, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le multiplier par 3. 3 fois 8, ça nous donne 24. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ça nous donne la distance qu'on parcourt pendant une seconde. C'est-à-dire, à 80 km/h, pendant une seconde, je vais parcourir environ 24 mètres. Sauf qu'on vient de dire que la distance de sécurité, c'est 2 secondes. Donc, ce nombre, il faut le multiplier par 2. Donc, 24 fois 2, ça nous donne 48. Ce qui va nous donner forcément environ 50 mètres. Donc, à 80 km/h, il faut environ 50 mètres de distance de sécurité. Donc, bonne réponse B. La ceinture de sécurité est bien ajustée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un rehausseur est nécessaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, sur cette fillette, donc la ceinture, comment elle est? Donc, au niveau du bas, pas trop de soucis. Par contre, au niveau hauteur, on voit qu'elle a passé en dessous du bras. Donc, ça, c'est pas bien. Il faut que la ceinture de sécurité passe au niveau de l'épaule. Pourquoi la mise peut-être au niveau du bras? Parce que peut-être ça l'a gêné au niveau du cou. Donc, elle n'a pas du tout bien ajusté. Et en cas de choc, voilà, il va y avoir un souci. Alors, est-ce qu'il y a besoin, bien sûr, d'un rehausseur? Donc oui, le fait de rehausser la ceinture, au lieu de passer assez haute, il va passer plus basse, au niveau de l'épaule. Donc oui, un rehausseur est nécessaire. Donc bonne réponse, B et C. L'usage du téléphone au volant est interdit avec un kit oreillette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est interdit avec un kit main libre intégré au véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quand on est au volant d'un véhicule, il faut que nos mains soient libres pour pouvoir donc faire ce qu'il faut, accéder aux commandes, notamment par exemple au niveau du volant, avoir les deux mains sur le volant, changer une vitesse, etc. en même temps. Donc il faut avoir les deux mains libres, c'est pour ça déjà, comme sur la photo, tenir le téléphone en main, c'est interdit.
Ensuite, donc les mains libres, il faut aussi que les oreilles soient entre guillemets libres, c'est-à-dire il faut qu'on puisse entendre ce qui se passe autour de nous, parce que quand on conduit, donc essentiellement les yeux, ils vont me permettre de voir les choses, mais aussi nos oreilles permettent d'entendre un coup de klaxon, d'un coup de freinage. Voilà, donc il faut pouvoir aussi entendre ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que le kit avec oreillettes est interdit, parce que les oreillettes cachent forcément pas mal le son qui est autour de nous. Donc ça c'est interdit, oui. Par contre, le kit main libre intégré au véhicule, ce qu'on appelle aussi le Bluetooth, donc ça c'est complètement entre guillemets sans fil. On a un micro qui est intégré à la voiture et le son sort des haut-parleurs. Donc on n'a rien à faire. Donc c'est comme on avait quelqu'un qui était à côté de nous et qu'on lui a parlé, mais nos mains sont libres. Nos oreilles aussi, donc forcément, on entend la conversation, mais en même temps, voilà, c'est un coup de klaxon à l'intérieur, on va l'entendre. Donc le kit main libre, intégro au véhicule, lui, est autorisé. Donc bonne réponse A et D. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en marche normale, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en marche normale, c'est-à-dire qu'on roule normalement, on ne fait aucun dépassement ici. Nous sommes sur une autoroute, donc la règle est claire. Au niveau du coup de la route, si on ne dépasse personne, on roule le plus à droite possible. Ici, donc, on dépasse personne. On voit bien qu'il n'y a aucun véhicule sur la droite, ni dans le rétro. Donc, il faut toujours rouler le plus à droite possible. Donc, dans la voie ici, à droite, ici, on a 3 voies. 1, 2, 3. Donc, il faut rouler le plus à droite possible. Donc, je suis mal positionné. Je dois me placer à droite. Et comme ça, ça va libérer ce véhicule qui veut rouler plus vite que moi. Il va pouvoir me dépasser. Donc, je suis bien placé? Non. Bonne réponse B. Le refus de s'arrêter à un contrôle routier est un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est passible de 5 ans de prison s'il y a mise en danger de la vie d'autrui. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, refus de s'arrêter lors d'un contrôle routier. Donc, bien sûr, c'est un délit et c'est passible, bien sûr, de 5 ans de prison. Donc, s'il y a une mise en danger de la vie d'autrui, c'est-à-dire, donc, si jamais on met en danger la vie de quelqu'un d'autre, donc oui. Donc, bonne réponse A et C.